Dans les brumes épaisses de l'histoire, là où les faits se mêlent aux légendes, un nom continue de résonner. Merlin. Un nom ancien, un nom chargé de pouvoir, un nom qui défie le temps. Merlin n'est pas seulement un personnage, il est une idée, un symbole, une question sans réponse. Était-il un homme réel, oublié par l'histoire officielle, ou un mythe forgé pour donner un sens au chaos du monde? Pour comprendre Merlin, il faut oublier les chapeaux pointus et les baguettes magiques. Il faut revenir à une époque où la magie et la réalité ne faisaient qu'un. Nous sommes au début du Moyen-Âge. La Bretagne insulaire est fragmentée. Les royaumes s'effondrent. Les guerres sont constantes. Les Romains sont partis. Les Saxons avancent. Les anciens dieux disparaissent lentement, remplacés par le christianisme. C'est un monde en transition, un monde instable, un monde qui a besoin de prophètes. Dans les sociétés celtiques, le savoir ne vient pas des rois, il vient des bardes, des druides, des voyants. La magie n'est pas un art, c'est une connaissance. Avant Merlin, il y avait Myrddin, Myrddin Wyllt, un poète, un devin, un homme brisé par la guerre. Selon les traditions galloises, Myrddin fut témoin d'une bataille si violente qu'elle le rendit fou. Le sang, les cris, la folie des hommes. Il fuit la société. Il se réfugie dans la forêt. Là, il devient autre. Il parle aux animaux. Il entend la voix des arbres. Il prophétise la chute des rois. Myrddin n'est pas fou. Il voit simplement trop clair. Il comprend que la civilisation humaine est fragile, que le pouvoir détruit, que l'avenir est sombre. Ce Myrddin est la première incarnation de Merlin. Des siècles plus tard, un écrivain va transformer cette figure. Geoffrey de Monmouth. Dans ses écrits, il fusionne Myrddin avec de nouvelles idées. Il le latinise, il le politise, il le rend spectaculaire. Myrddin devient Merlin. Merlin n'est plus seulement un prophète sauvage, il devient un enchanteur, un architecte de l'histoire. C'est ici que la légende prend forme. Merlin comprend une chose essentielle, le pouvoir ne se conquiert pas. Il se construit, il manipule les événements, il influence les rois, il façonne l'avenir dans l'ombre. Uther Pendragon ne devient roi que grâce à lui. Arthur ne naît que par son intervention. Merlin était le cerveau derrière le trône. Mais ce pouvoir a un prix. Arthur n'est pas un roi ordinaire. Il est un symbole. L'épée dans la pierre n'est pas un simple test de force. C'est une preuve de légitimité divine. Merlin crée un mythe pour unir un peuple. Arthur devient roi parce que le peuple croit en lui. La magie de Merlin n'est pas seulement surnaturelle, elle est psychologique, politique, stratégique. Merlin voit l'avenir, il voit la trahison de Lancelot, il voit la chute de Camelot, il voit la mort d'Arthur. Mais savoir n'est pas pouvoir. Merlin est prisonnier de ses visions. Il avance vers une fin qu'il connaît déjà. Contrairement aux idées modernes, Merlin n'est pas dominant. Il apprend, il transmet, il perd le contrôle. Viviane, Nimue, la Dame du Lac. Elle représente une magie plus ancienne, plus intuitive, plus dangereuse. Merlin enseigne tout, trop. Merlin ne meurt pas, il est enfermé. Dans un arbre, dans une grotte, dans une prison hors du temps. Le plus grand sorcier est neutralisé, non par la force, mais par la ruse. Sans Merlin, tout s'effondre. Camelot tombe, Arthur meurt, le rêve s'achève. Merlin n'était pas un héros, il était le pilier invisible. Merlin renaît sans cesse, dans les livres, les films, les séries, les jeux. Il devient mentor, guide, symbole écologique, figure de sagesse oubliée. Merlin n'est pas immortel, il est nécessaire. Tant que l'humanité cherchera à comprendre le monde, tant qu'elle craindra l'avenir, tant qu'elle rêvera de sagesse, Merlin existera dans l'ombre.
à la frontière du réel et du mythe.